Le 150e de la Confédération, une idée originale de SEMA TV, rendue possible par la participation financière de votre député fédéral Bernard Généreux et présentée par les MRC de Montmagny et Kamouraska. Étienne Pascal Taché, homme de passion, homme engagé, premier ministre, père de la Confédération. Regardons aujourd'hui l'architecture de sa maison, une maison de fonction. On peut observer que la maison, lorsqu'elle va être construite vers 1825-1826 par M. Marcel Fortin de Montmagny, est plus petite que ce qu'elle est actuellement. Néanmoins, c'est tout de même une maison de riches bourgeois. Enfin, on peut compter la présence de 5 lucarnes à l'avant. Il y a également 4 fenêtres en façade du bâtiment. En fait, à l'époque, le nombre de fenêtres sur une maison va démontrer la richesse des propriétaires de celle-ci, pour 2 raisons. Premièrement, le verre était très dispendieux, donc bien sûr, plus on en avait, plus ça coûtait cher, mais aussi, qui dit davantage de fenêtres, dit davantage d'ouverture dans les murs, ce qui réduit grandement l'isolation, qui était d'ailleurs déjà très rudimentaire, ce qui fait que ça augmente encore une fois les coûts de chauffage. On affiche encore une fois notre richesse. En fait, pour arriver au rez-de-chaussée de la propriété, il faut monter aussi quelques marches. Ce n'est pas sans raison, encore une fois, c'est que M. Taché voulait avoir une cave à grandeur d'homme pour qu'on soit capable de marcher debout, en fait, pour se servir des pièces utiles qui se trouvent au sous-sol, mais aussi pour se distinguer des paysans qui ne vont alors posséder qu'un caveau de 3 ou 4 pieds où il fait pratiquement marcher à 4 pattes pour se déplacer dans ceux-ci. En ce qui a trait au style architectural de la maison, la résidence est de style néoclassique et le néoclassicisme se caractérise d'emblée par la symétrie. En fait, on a une lucarne centrale juste ici et la porte se trouve vis-à-vis le petit porche. En fait, la maison est parfaitement symétrique car lorsqu'on vient la séparer en deux, on retrouve le même nombre de fenêtres et de lucarnes de chaque côté. Le style néoclassique est également un retour aux sources gréco-latines. Malheureusement, la maquette juste ici n'est pas assez précise pour qu'on puisse bien le visualiser, mais en fait, à l'avant, le petit toit que vous voyez juste ici en ce qui concerne la galerie était soutenu par des colonnes d'ordre ionique, comme ce qu'on pouvait retrouver sur le temple gréco-romain. On a conservé un bel exemple dans la salle à manger tout à l'heure que je vais vous montrer en fait, pour qu'on puisse bien voir de quoi valait le petit porche de 1825-1826. La maison va rester comme cela jusqu'en 1855. En 1855, M. Taché est nommé premier ministre. Il n'a donc d'autre choix que d'agrandir sa résidence pour afficher son nouveau niveau social. C'est pour ça qu'il réalisera une allonge vers l'extrémité est du bâtiment, ajoutant 2 lucarnes au 2e étage, mais aussi 2 fenêtres à l'avant. En fait, le but premier de l'agrandissement de la résidence était en fait d'agrandir la salle à manger, qui se trouvait juste ici. Car bien sûr, qui dit premier ministre dit qu'on va recevoir beaucoup plus de gens dans notre habitation, d'où la nécessité en fait d'agrandir cette pièce de réception. À l'avant et à l'arrière, on va venir créer une seconde cuisine, elle aussi bien plus spacieuse, qui va faciliter le travail des domestiques pour alimenter cette grande salle à manger. Cependant, nous avons un problème en ce qui concerne la symétrie de la propriété, car la porte est vis-à-vis ici, vis-à-vis la 3e lucarne, et donc pas du tout centrée. Ce qu'on aurait pu faire, c'est déplacer l'entièreté de l'intérieur de la maison pour le réaménager, pour mettre la porte vis-à-vis la 4e lucarne, donc juste ici. Or, ce n'est pas du tout ça qu'on va décider de faire, car ça aurait été des trop grands travaux, et on aurait par le fait même réduit l'agrandissement qu'on venait de faire en ce qui a trait à la salle à manger. Donc, pour pallier au défaut de symétrie de l'habitation, M. Taché va faire démolir le petit porche d'entrée de 1825-26 pour y faire construire la véranda, la pièce dans laquelle on se trouve actuellement. En fait, la véranda est une pièce très luxueuse pour l'époque, car notamment, on vient ajouter beaucoup de fenêtres sur celle-ci, justement pour donner un effet de grandeur, de richesse, mais aussi la véranda est une pièce très pratique pour les bourgeois, qui doivent être le plus blanc possible, justement pour se distinguer des paysans qui sont très foncés, car ils vont passer la journée à l'extérieur et travailler au champ. C'est pour cette raison qu'on a un système, justement, de persiennes partout dans les fenêtres, qui sont des espèces de stores en bois horizontaux, qui vont donc bloquer les rayons du soleil, mais vont tout de même laisser circuler l'air. Donc, on est très confortable dans cette pièce. Et justement, lorsqu'on circule à l'extérieur, à cause des persiennes, on ne voit pas du tout la porte d'entrée. La maison est à nouveau symétrique. Donc, M. Taché vient régler un problème de symétrie en ce qui concerne la façade. Néanmoins, il va venir en réaliser un, en ce qui concerne l'arrière. Il va construire une galerie. Jusqu'à ce moment-là, aucun problème, car la galerie va être symétrique à la maison, mais il va construire une tour, et seulement une. Et fort malheureusement, nous ne savons pas du tout pourquoi M. Taché a agi ainsi. Certains diront peut-être que c'est par manque d'argent. Or, le paraître étant ce qu'il est à l'époque, même si M. Taché n'avait pas les fonds nécessaires pour construire une 2e tour, et que ça avait été son envie, on aurait préféré s'endetter, même par-dessus la tête, pour réaliser la construction de la seconde tourelle. Certains diront plutôt, et je suis aussi plutôt de cet avis, que c'est pour imiter certaines autres maisons de bourgeois. Pensons notamment à la maison de M. Papineau, donc le manoir Montebello, ou encore la villa Bellevue qui se trouve en Ontario, qui ne possède qu'une seule tour, drôlement similaire à ce qu'on pouvait retrouver ici.
La résidence va donc rester comme cela jusqu'en 1865, soit jusqu'au décès de M. Taché. Lorsqu'il va décéder, il va léguer la maison à Mme Taché, qui va survivre quand même pendant 18 ans à monsieur, et il va décéder en 1883. Lorsqu'elle va mourir, elle va léguer la maison aux deux fils, Jules et Eugène. Eugène était un architecte, lui, ça devait énormément l'agacer que la symétrie de la maison ne soit pas respectée et qu'elle ne respecte pas le style néoclassique. C'est pour cette raison qu'il va faire ajouter, avec l'aide de son frère, la seconde tour au bâtiment pour lui redonner sa symétrie, mais également pour faciliter la vente de la propriété. En fait, les deux garçons, pour des raisons professionnelles, vont travailler et vivre dans la ville de Québec. On ne peut malheureusement pas rester à Montmagny et travailler à Québec au 19e siècle, car ça prend alors 2 jours aller-retour. Une journée aller, une journée revenir. On comprendra donc qu'on ne peut pas rester ici et travailler à Québec. On ne peut pas non plus conserver la maison comme seconde résidence d'été. C'est bien trop grand, bien trop cher à entretenir. C'est pour cette raison qu'on va préférer la vendre à la famille Lavergne, une famille de notaires de la ville de Montmagny qui va conserver la propriété jusqu'au début du 20e siècle. Puis par la suite, au courant justement du 20e siècle, la maison passera entre les mains de différents propriétaires et c'est finalement en 1990 que la ville de Montmagny a décidé de l'acquérir. Cependant, le but premier de la résidence n'était pas du tout d'en faire un centre d'interprétation comme aujourd'hui, mais plutôt une galerie d'art, car M. Jean-Paul Riopel va venir passer quelques années dans la maison. Le second étage va lui servir de résidence, le rez-de-chaussée de galerie d'art ainsi que de salle d'exposition. Il va quitter par la suite pour terminer ses jours à Legrue et c'est à ce moment que la restauration de la maison va s'effectuer sur plusieurs années. En fait, la principale technique qu'on utilisait pour restaurer une habitation à l'époque était en fait la technique du curtage, c'est-à-dire qu'on va venir retirer successivement couche après couche d'enduit sur les murs mais aussi sur les planchers. On était arrivé dans la maison à certains endroits à conserver les enduits d'origine et à conserver l'entièreté des planchers qui eux aussi sont d'origine en ce qui a trait à l'habitation. Et en tant que lieu historique national canadien, nous sommes maintenant à Duval depuis juin 1996. Rien n'a été laissé au hasard. La semaine prochaine, on fait la visite de l'intérieur de cette fabuleuse maison.